Bonjour à tous et bienvenue sur Histonote. Tous les ans, autour du 4 juillet, au cimetière de Picpus, une délégation américaine dépose une gerbe sur la tombe du marquis de Lafayette pour honorer la mémoire de celui qui a contribué à l'indépendance américaine. Cet aristocrate, épris de justice et de liberté, aura également un rôle majeur dans la Révolution française. Retour sur la vie tumultueuse du héros des deux mondes, témoin des bouleversements de l'histoire pendant un demi-siècle. Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, né le 6 septembre 1757 au château de Chavagnac, en Haute-Loire. Il ne connaîtra pas longtemps son père, colonel aux Grenadiers de France, qui meurt 2 ans après sa naissance, à la bataille de Minden, lors de la guerre de 7 ans. Sa mère est Marie-Louise Julie de la Rivière, issue d'une riche famille bretonne. Il est élevé dans un milieu exclusivement féminin par sa grand-mère et ses 2 tantes, car sa mère passe le plus clair de son temps à Paris, auprès de son père, le marquis de la Rivière, un vieillard richissime mais extrêmement avare. Il mène la vie d'un petit campagnard, proche de la nature, rêvant à 9 ans de traquer la bête du Gévaudan. Mais Julie a des ambitions pour son fils et insiste pour qu'il fasse des études. Il entre au collège du Plessis, l'ancêtre du lycée Louis-le-Grand. Il suit une formation d'élève officier à la compagnie des mousquetaires noirs du roi et également des cours à l'académie militaire de Versailles. Mais une succession de malheurs va s'abattre sur lui. Gilbert perd sa mère en 1770, son grand-père quelques mois plus tard, et enfin un oncle. Mais ces décès vont avoir un impact positif sur ses finances. Il hérite de son grand-père une fortune faite de terres et d'actions de différentes compagnies, dont celle des Indes, qui lui assure une rente confortable. Il reçoit de son tonton d'importants revenus qui font de lui un des hommes les plus riches du royaume. Avec cette soudaine richesse, ses camarades qui le traitaient jusqu'ici avec condescendance font cercle autour de lui, et il est l'objet de toutes les attentions, en particulier de parents désireux de caser leur fille avec ce grand nom, fortuné qui plus est, en utilisant des intermédiaires bienveillants comme certaines grandes dames connues comme marieuses, ou même des ecclésiastiques. C'est un grand seigneur, le duc d'Ayen, qui, le premier, va jeter son dévolu sur le jeune Auvergnat. Fils aîné du dernier maréchal de Noailles, ancien militaire et passionné de sciences, il a 5 filles, dont Adrienne, qui ferait une parfaite épouse. Gilbert va donc fréquenter l'hôtel des Noailles, y trouvant un foyer chaleureux, et en Adrienne, une admiratrice conquise. Le mariage est finalement célébré le 11 avril 1774
Il a 16 ans et elle 14. Grâce au duc, il intègre le régiment de Noailles et obtient du roi le grade de capitaine. Lafayette va aussi découvrir Versailles grâce aux Noailles qui ont leurs entrées à la cour. Avec des jeunes courtisans de son âge, il participe à toute une gamme de divertissements et de plaisirs, en particulier féminins. Ses écarts de conduite poussent son beau-père à le renvoyer en garnison à Metz pour parfaire sa formation militaire, mais surtout pour mettre du plomb dans la tête du jeune homme de 17 ans. Le 8 août 1775, un événement majeur va bouleverser son destin. Le maréchal de Broglie, gouverneur de Metz et de sa province, organise dans son palais un grand dîner en l'honneur du duc de Gloucester, frère du roi d'Angleterre, George III, auquel sont conviés des officiers de bonne famille comme Lafayette. Le frère du roi évoque le soulèvement des colons américains contre la couronne britannique. Cette histoire passionne le jeune Gilbert, qui va prendre fait et cause pour ces Américains qui, selon lui, combattent pour la liberté. Après ce dîner, il ne pense plus qu'à partir pour rejoindre ses insurgents, entraînant dans son enthousiasme son beau-frère, Louis de Noailles, et dévorant toutes sortes de livres sur le Nouveau Monde. Il n'a pas de mal à rallier non plus sa femme Adrienne, toujours aimante et dévouée, malgré ses infidélités, et qui vient d'accoucher d'une petite fille. Il participe à des sociétés de pensée qui débattent de l'engagement de la France dans la Révolution américaine. Et il est initié en franc-maçonnerie. Soutenu par le maréchal de Broglie et le baron de Kalb, un Prussien agent secret qui connaît bien les États-Unis, il espère que le roi Louis XVI et son ministre des Affaires étrangères, Vergennes, l'autoriseront à partir pour réaliser son projet. Mais il n'obtient pas le feu vert escompté. Il prend alors contact avec Silas Deane, délégué clandestin du Congrès américain, venu acheter du matériel en France, aidé par l'auteur mais aussi espion, Pierre Caron de Beaumarchais. Il recrute également des volontaires, leur promettant des grades dans l'armée américaine. Habitué à des candidatures pas toujours très fiables, Deane comprend que la proposition du marquis est sérieuse et désintéressée, et que lui et ses compagnons représentent la fine fleur de l'aristocratie française. Lafayette et Kalb sont bombardés d'entrées généraux, tandis que leurs compagnons se voient attribuer des grades subalternes. Benjamin Franklin, venu chapeauter Deane, lui donne une lettre d'introduction auprès du président du Congrès. Reste maintenant à trouver un navire pour effectuer la traversée. C'est le comte de Broglie qui va l'aider dans sa recherche de navire. Si Lafayette est riche, il est encore mineur et ne peut donc l'acheter lui-même. C'est le comte et quelques autres familles qui avancent l'argent pour le paiement. La Victoire, c'est son nom, est équipée en vivres, armes et munitions. Son beau-père tente par tous les moyens de l'empêcher de partir, quitte à le faire embastiller. Mais le 26 avril 1777, la Victoire quitte le port de Pazares-San Juan, près de San Sébastien. Direction l'Amérique.
Après presque 2 mois de traversée, où il en profite pour commencer à apprendre l'anglais, Gilbert et ses compagnons débarquent à South Inlet, près de Georgetown, tandis que la Victoire poursuit sa route jusqu'à Charleston, en Caroline du Sud, où les armes sont vendues aux autorités de Géorgie pour armer la milice locale. Ils prennent la route de Philadelphie, où à chaque étape, ils sont accueillis chaleureusement par des discours et des banquets. Mais à leur arrivée, la situation change. On leur fait comprendre que Dean leur a promis des choses de sa propre initiative. Et si on les remercie de leurs intentions, on leur propose de faire du tourisme. Les Français sont consternés. Ils ne se voient pas rentrer en France et affronter une situation aussi humiliante que ridicule. Heureusement, un certain Robert Lowell, qui s'occupe des relations étrangères, va revoir leur position. Peut-on vraiment décourager ce Français qui peut permettre un rapprochement avec Versailles, tandis que le Congrès attend de la France une aide sur le plan militaire et diplomatique? Finalement, le Congrès reconnaît les mérites de Lafayette, qui se voit attribuer le grade de major général, même si certains de ses compagnons sont obligés de rentrer en France. Le 1er août 1777, le marquis va faire la rencontre qui va bouleverser sa vie. Il fait la connaissance du général Washington. Entre les deux hommes, pourtant si différents, le courant passe tout de suite. De cette rencontre naîtra une relation comme un père avec son fils. L'Américain l'installe à son quartier général, lui fait découvrir son environnement, les officiers qui l'entourent et les soldats souvent dépenaillés et mal équipés qu'il commande. Après un entraînement de courte durée, il reçoit son baptême du feu à Brandywine. Alors que les Anglais ont l'intention de prendre Philadelphie, Washington concentre ses forces pour défendre la ville. Mais elles ne peuvent contenir la supériorité ennemie. S'exposant avec une grande audace et grâce à son énergie, Lafayette, à la tête d'une centaine d'hommes, permet d'éviter l'encerclement des troupes américaines qui se replient en bon ordre malgré un début de panique. Lui-même est blessé au pied pendant la bataille. Lafayette revient sur le terrain en novembre après 2 mois de convalescence. Au cours d'une mission de reconnaissance, avec sa petite escouade, il culbute 300 mercenaires essois au service des Britanniques à Haddonfield, ce qui lui vaut d'être récompensé en prenant le commandement de la division virginienne. Au cours de l'hiver 1777-78, dans l'inaction à Valley Forge, à 40 km de Philadelphie, il partage la vie rude de ses hommes. Début 1778, il reçoit la mission de pénétrer au Canada afin de rallier les Franco-Canadiens pour les débarrasser de la présence anglaise. Mais au lieu des 3000 hommes promis, il n'en a guère qu'un millier, et il manque de vivres et de matériel pour réaliser cette opération. Par contre, en mars 1778, il prend l'initiative de rencontrer des tribus indiennes iroquoises et apparentées lors d'une grande réunion. Malgré les difficultés de traiter avec les peaux-rouges et le risque de finir scalpés, il les convainc de coopérer avec les Américains, désireux de vivre en paix avec eux, et insiste sur le côté fourbe des Anglais qui cherchent à les réduire par l'intrigue et les fausses promesses.
En mai 1778, il apprend la signature des traités d'alliance et de commerce entre la France et les États-Unis, qui reconnaît formellement l'indépendance des 13 colonies. En juin 1778, menacé d'être encerclé dans Philadelphie par l'armée de Washington et la flotte du comte d'Estaing, les Anglais se replient sur New York. Les Américains pressent d'Estaing d'attaquer la ville, mais celui-ci prétexte des réparations sur ses navires, puis, conscient de la faiblesse de ses moyens, donne l'ordre de mettre le cap sur les Antilles. Un coup dur pour les Américains qui commencent à douter de leur allié français. Qu'à cela ne tienne, le Congrès décide d'envoyer Lafayette pour redynamiser la coopération entre la France et les États-Unis. Hiver 1779. Lafayette est retenu prisonnier à l'hôtel des Noailles. C'est le roi lui-même qui a pris cette décision, car il n'a pas oublié que le marquis était parti sans son accord. Le tout Paris défile rue du Faubourg Saint-Honoré pour exprimer son admiration à la vedette du jour. La punition, plus symbolique qu'autre chose, ne dure que 10 jours. Même la reine Marie-Antoinette, qui s'était montrée dédaigneuse à son encontre, le traite maintenant avec bienveillance. Elle l'aide même à trouver un régiment, celui des Dragons du Roi, cantonné à Saintes, et un grade en rapport avec sa carrière américaine. Autorisé à se rendre à Paris pour recevoir une épée des mains de Benjamin Franklin en reconnaissance de la nation américaine, il en profite pour rencontrer Vergennes, qu'il tente de convaincre d'envoyer un corps expéditionnaire conséquent qu'il se propose de commander lui-même. Mais pour Vergennes, Lafayette n'a ni l'âge, ni l'expérience, ni l'autorité suffisante pour commander une force terrestre et maritime de cette importance. Et c'est le vieux marquis de Rochambeau qui est choisi. Le 9 mars 1780, Lafayette embarque à bord de l'Hermione. Parmi les aides de camp de Rochambeau, on trouve un certain Axel de Sforsen. Un beau Suédois dont le charme ne laisse pas insensible la reine Marie-Antoinette, et dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard. À son arrivée, Lafayette se retrouve sous le commandement de Washington, ravi d'échapper à la hiérarchie française. En attendant les renforts, il s'oppose à Rochambeau sur la conduite à tenir pour la suite des hostilités, proposant de porter un coup décisif sur New York. Mais le vieux maréchal convainc Washington de justement laisser croire aux Anglais qu'une opération d'envergure se prépare sur New York afin qu'ils y concentrent leurs forces. Pendant ce temps, les divisions alliées iront livrer la grande bataille au sud, en Virginie, appuyées par la flotte de l'amiral de Grasse. Lafayette a pour mission de tenir les Anglais en haleine. Le chef de la division virginienne attaque Lord Cornwallis et l'oblige à s'enfermer dans Williamsburg, puis Yorktown. Le 6 septembre 1781, dans la baie de Chesapeake, un combat naval s'engage entre 27 navires anglais qui protègent Yorktown et la flotte de l'amiral de Grasse. Après un long échange d'artillerie, les Anglais se retirent, laissant les Français maîtres de la baie.
Un corps franco-américain de 15 000 hommes s'avance pour investir cette place forte. Mais les troupes de Cornwallis et O'Hara sont encore nombreuses et disposent d'une artillerie non négligeable. Pourtant, les bombardements aussi bien terrestres que maritimes provoquent de sérieux dégâts et des incendies. Mais pour obtenir une reddition rapide, il faut enlever les redoutes qui protègent le camp retranché. C'est Lafayette et ses Virginiens qui enlèvera avec brio celle qui est la plus dure à prendre. Finalement, ces actions combinées auront raison de la résistance anglaise. Et le 18 octobre, Lord Cornwallis signe la capitulation de Mont Washington et Rochambeau. C'est le général O'Hara qui a la pénible obligation de remettre son épée au vainqueur. Dédaignant l'Américain, il tend son épée à Rochambeau, qui d'un signe lui désigne Washington pour la recevoir. Le panache français, quoi. Il faudra attendre encore 2 ans pour que soit signé à Paris le traité qui consacre l'avènement des États-Unis. Le boy, comme le surnommaient les Américains, s'est couvert de gloire dans le Nouveau Monde. Mais il a compris que dans l'Ancien, de grandes luttes pour la liberté sont à entreprendre. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Voilà pour cette première partie de la vie de Lafayette. Merci à tous ceux qui m'ont suivi encore cette année. Bon réveillon, bonne année à tous. Et en 2025, continuons l'histoire. Salut! Mais l'Amérique, je veux la voir et je veux